Mesdames et messieurs et chers amis, d'abord je vous remercie de me donner l'opportunité de prendre la parole devant vous en tant que présidente de la FNSEA et du COPA, portant ainsi la voix des agriculteurs français et européens. Je vais surtout parler des agriculteurs français, mais avec un mot par rapport aux stratégies européennes sur le sanitaire qui sont un petit peu préoccupantes en ce moment. Alors, les éleveurs français sont, et vous le savez tous, préoccupés par la situation critique dans laquelle se trouve l'élevage français aujourd'hui. Nous sommes devant une crise, j'ai écrit sans précédent. J'aime pas être alarmiste, mais quand même, elle touche aujourd'hui tous les secteurs, toutes les productions et tous les territoires. Elle est consécutive à des événements historiques et cumulatifs, événements de plus en plus impactants pour les animaux eux-mêmes, avec notamment les problèmes sanitaires. Je citerai l'influenza aviaire, bien sûr, et la peste porcine africaine dont nous avons peur. La sécheresse et la canicule qui ont eu également de l'influence essentiellement sur la qualité de l'alimentation de nos animaux, et puis des éléments géopolitiques et économiques qui grèvent également. Il s'ensuit une décapitalisation préoccupante dans un certain nombre de cheptels et de secteurs, notamment en élevage bovin, et il ne faut pas minimiser le risque de rupture parce que nous savons tous qu'une exploitation d'élevage qui ferme ses portes ne réouvre jamais. Voilà pourquoi nous sommes préoccupés et attentifs aussi pour chercher des solutions. Il y a aussi peut-être la lassitude et l'inquiétude de nombreux éleveurs et la tentation de se détourner de l'élevage, renforcée par la meilleure situation d'un certain nombre de secteurs végétaux. Facteur d'inquiétude supplémentaire, dans certains territoires, le maillage vétérinaire, et je me rappelle que nous en avions parlé il y a très longtemps, le maillage vétérinaire est à ce jour préoccupant, avec moins de 5000 praticiens déclarant avoir une activité rurale ou mixte, le chiffre d'affaires étant en baisse depuis une quinzaine d'années, même si j'ai noté qu'il y avait des différences territoriales importantes, et vous avez bien fait de le souligner. Alors, les raisons sont multiples. D'abord, du côté des éleveurs, on peut citer la spécialisation des productions au fil du temps qui a conduit à des contraintes économiques et techniques fortes et qui ont poussé les éleveurs à élargir leurs propres compétences et à se former davantage. Personne ne se plaindra de l'élévation du niveau de compétence des éleveurs. De plus, l'évolution des réglementations européennes retranscrites en obligations nationales les a poussés aussi à investir dans des exigences sanitaires de biosécurité, mais également des exigences de bien-être animal avec des résultats positifs et donc parfois moins de sollicitations vers leurs vétérinaires. Du côté des vétérinaires, la pratique canine est venue concurrencer la pratique rurale en raison de la demande grandissante, et vous l'avez souligné, elle grandit beaucoup plus vite que la capacité à répondre en vétérinaire, de l'attrait d'une meilleure rentabilité, d'une moindre astreinte, qu'il s'agisse des horaires, des déplacements ou des urgences. Ainsi, les vétérinaires ruraux, de moins en moins nombreux, sont contraints de parcourir des distances plus grandes, ne permettant pas toujours d'allier continuité des soins et qualité de vie pour les praticiens. La pratique rurale a drastiquement baissé ces 50 dernières années et ne représente aujourd'hui plus que 20% du chiffre d'affaires des vétérinaires. Ce sont donc les soins aux animaux de compagnie qui portent la croissance du chiffre d'affaires. On peut y voir un élément positif, c'est que grâce à la canine et à son essor, ça maintient cette activité vétérinaire, y compris dans le monde rural. Ce n'est pas toujours facteur de concurrence, mais parfois de synergie intelligemment construite, notamment quand les équipes de vétos sont collectives avec des spécialistes et des polycompétents. Merci, Monsieur Barallon, de l'avoir rappelé. Finalement, nos problématiques sont assez communes. Une certaine forme de contrainte dans le métier vétérinaire et éleveur, les horaires, les week-ends, des problèmes de main-d'œuvre et de recrutement auprès des jeunes générations. Pour résoudre cette délicate équation, il est évident que nous avons tout intérêt à faire front ensemble pour chercher différentes pistes de solutions, au premier rang desquelles la contractualisation, qui me semblait plus avancée que la télémédecine, assistance, expertise, régulation. J'ai retenu. Mais je vois que vous avez souligné qu'il y avait des doutes sur les deux sujets et de part et d'autre. Donc nous avons à convaincre. Afin d'assurer et de renforcer l'accès des éleveurs aux soins vétérinaires,
il nous est apparu à la FNSEA que la contractualisation éleveur vétérinaire constitue un vrai levier pour maintenir un maillage vétérinaire rural et permettre la mutualisation des moyens pour progresser collectivement sur le plan sanitaire. Pour nous, la contractualisation s'impose comme un outil indispensable pour lutter contre les déserts vétérinaires. Il s'agit de proposer aux deux, aux vétérinaires et aux éleveurs qui le souhaitent, dans un cadre contractuel, individuel ou collectif, comme une des relations possibles entre les deux partenaires. Vous voyez, on met les formes. Il est important de redire que les vétérinaires, en lien étroit avec les éleveurs, ont un rôle important à jouer dans l'équilibre économique des exploitations agricoles. Le rôle d'expert est reconnu et apprécié, et vous l'avez souligné aussi, les avis largement positifs sur la qualité de l'apport des vétérinaires pour les éleveurs. Et cet équilibre, dans un cadre d'équilibre de plus en plus fragile, la réassurance apparaît comme extrêmement importante. De bonnes conditions d'élevage apportent un meilleur bien-être au travail pour les agriculteurs, pour les éleveurs, et un bon état sanitaire pour de bonnes conditions de production et de bien-être animal, sujet sur lequel nous sommes fortement attendus aujourd'hui, sur la sellette souvent, sous la caméra aussi souvent, mais qui est à la fois une réponse nécessaire à la demande de la société et des marchés, tout en veillant à la santé publique, qui est quand même quelque chose d'extraordinairement important aujourd'hui. Le travail doit se faire dans un environnement économique viable, tant pour l'éleveur que pour le vétérinaire, et la contractualisation éleveur-vétérinaire, en s'inscrivant dans la durée, est de nature à créer des conditions favorables à l'installation et au maintien dans les territoires, à la fois de vétérinaires et de jeunes éleveurs. C'est un deal vertueux pour la continuité et pour la permanence des soins, pour la gestion des médicaments, mais aussi pour contribuer, selon les principes de One Health, une seule santé, à l'amélioration de la santé humaine, animale et environnementale. Nous sommes attendus, je le répète, par la société et les marchés sur l'ensemble de ces sujets. Le contexte sanitaire de la crise Covid-19 a rappelé l'interdépendance de nos trois santés, humaine, animale, environnementale et végétale. De la santé animale découle la sécurité sanitaire de nos aliments, l'antibiorésistance et donc la santé humaine, mais aussi la santé de la planète. À titre d'exemple, et nous l'avons tous entendu et regretté, 20% des pertes de la production mondiale sont liées à des maladies animales. Pour revenir au couple éleveur-vétérinaire, s'il est efficace, il peut accélérer aussi les transitions vers des pratiques plus durables. En témoigne la diminution de l'exposition des animaux d'élevage aux antibiotiques. La France est distinguée par de très bonnes performances. Le plan éco-antibio, moins 33%, moins 39% en moyenne sur 5 ans, avec des performances allant au-delà de moins 45% dans certaines espèces animales, et encore publié récemment, moins 10%, ce qui montre que nous avons de la constance et que nous continuons les efforts. Le récent rapport de l'ANSES place d'ailleurs encore une fois l'élevage comme pionnier de la lutte contre l'antibiorésistance, loin devant l'homme. C'est un paradoxe que j'ai plaisir à relever au pays où les hommes sont champions du monde de l'utilisation de médicaments de tous ordres. Nous, éleveurs, nous réduisons et réduisons encore le recours aux antibiotiques, grâce bien sûr à une bonne gestion de la biosécurité et au conseil expert des vétérinaires. Mais nous savons aussi que ces résultats sont beaucoup liés à l'importance de la prévention, qui joue un rôle capital, plutôt que d'intervenir ensuite en curatif. Enfin, la question des données d'élevage a été également évoquée. C'est un sujet d'importance et le sujet de leur utilisation par le vétérinaire est parfois posé et débattu. S'il est important que le vétérinaire puisse avoir une vision globale de l'élevage pour un conseil le plus précis possible, les données doivent demeurer la propriété des éleveurs dans un contexte de flou, encore aujourd'hui, sur leurs valeurs. Cela doit nécessairement faire l'objet d'une intégration dans le socle de base de tout contrat passé entre un éleveur et un vétérinaire, mais il existe aujourd'hui des chartes, et notamment l'une portée par la FNSEA qui s'appelle Data Agri, pour justement sécuriser les données, à la fois sur les aspects de propriété, d'usage et de bon usage.
La FNSEA salue le travail commun entre organisations professionnelles vétérinaires, entre organisations professionnelles agricoles sur la contractualisation qui a démarré il y a déjà plusieurs années dans un esprit constructif et aussi dans un esprit conquérant de solutions pour certains territoires, notamment en déprise de production animale et en déprise vétérinaire. Nous en avons souvent parlé avec les présidents ici présents et nous nous sommes réjouis que l'appel à manifestation d'intérêt, dont les enseignements ont été dévoilés à l'instant, ont montré qu'un travail pouvait être mené à la fois au niveau national, mais enrichi par les expériences locales qui ont été présentées. Alors, nous avons indéniablement encore du chemin à parcourir pour convaincre. Je vous avoue que vos dernières diapos m'ont un petit peu refroidi. Je pensais que les esprits étaient plus mûrs. Peut-être n'ai-je pas eu que des interlocuteurs sceptiques dans mon environnement. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, et Joël Limousin y travaille régulièrement avec Raphaël Dupin qui est ici, pour justement montrer que c'est une voie nécessaire, mais pas suffisante, mais nécessaire, pour justement sécuriser, notamment la jeune génération dont nous avons besoin en raison du défi démographique qui est devant nous. Donc restons groupés pour continuer à le porter, puisque les intérêts sont vraiment partagés. Et je dois dire que à l'heure où l'agriculture est plus que jamais attendue, nous le voyons tous, pour la souveraineté alimentaire, je crois que le président Larcher l'a également beaucoup cité, il l'a cité aussi parce qu'elle est en péril quand même. Aujourd'hui, nous importons de plus en plus de produits animaux et de viande parce que nous décapitalisons le cheptel français, ce qui est un comble, alors que nous avons une haute qualité génétique et une vraie reconnaissance du savoir-faire des éleveurs et des industries de transformation. Nous avons augmenté de 122% nos importations de volailles sur le premier semestre, de plus de 20% nos importations de porc. Nous importons actuellement de la viande bovine parce que nous manquons de viande bovine. Pour nous responsables, c'est très, très, très préoccupant. Nous alertons, mais nous ne savons pas à quel moment nous allons pouvoir inverser la tendance parce que c'est beaucoup une question de confiance des acteurs pour rester éleveurs et avoir des gages de réussite. Mais il faut dire qu'après 10 ans de déflation sur les prix alimentaires imposés par une distribution française extrêmement concentrée qui a dirigé les prix vers le bas, nous n'avons que 2 ans d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation des prix pour les productions animales et notamment la viande bovine. Et même s'il y a eu sur les 2 dernières années plus 25% d'augmentation sur le prix d'un certain nombre de catégories de bovins, il y a eu une augmentation des charges et les éleveurs, à ce jour, tirent enfin un revenu. Mais les décisions de décapitalisation qui ont été déjà réfléchies il y a quelque temps ne peuvent pas s'inverser du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un ensemble de décisions qu'il faut porter. Mais vous le voyez, vous le savez, la question de la souveraineté alimentaire, nous la portons fortement, tout comme notre capacité à apporter des solutions par rapport à la lutte contre le changement climatique, y compris en apportant des rémunérations complémentaires aux agriculteurs, en particulier aux éleveurs quant à la capacité à stocker du carbone dans les prairies ou dans les champs de maïs et à commercialiser ce carbone capté vers des secteurs émetteurs. Apporter aussi des solutions en termes de production d'énergie avec différentes formes d'énergie en matière de production de biodiversité que nous commercialisons aujourd'hui. La FNSEA a mis en place 2 SAS pour commercialiser et du carbone et de la biodiversité et nous sommes en capacité de ramener des revenus complémentaires aux agriculteurs avec ces domaines. Et je dis bien complémentaires parce que, bien évidemment, pour un éleveur, c'est la vente de ses produits animaux, quels qu'ils soient, qui reste le cœur de ses préoccupations. Mais pour réussir cela, nous avons besoin d'un écosystème organisé et efficace où les vétérinaires ont toute leur place dans le conseil et la réassurance auprès des agriculteurs. Au-delà de la santé et du bien-être au quotidien dans les élevages, un maillage solide permet d'accompagner efficacement la surveillance et la lutte contre les maladies animales. Les changements climatiques vont accélérer l'émergence de maladies. La crise sanitaire liée à l'influenza aviaire qui frappe pour la 4e année en France dans certaines régions, pour la 2e année et qui s'installe de façon endémique également, est extrêmement préoccupante. Elle met sous stress extrêmement fort les éleveurs. J'étais hier en session de Chambre régionale d'agriculture et la Vendée nous témoignait encore de déclarations de 4 cas dimanche après-midi où les appels des éleveurs sont désespérés de voir que pour certains, ils vont abattre pour une seconde fois, au point qu'il y a un vrai doute qui s'installe aujourd'hui chez les éleveurs, repeuplés ou pas, c'est la question, tant qu'il n'y a pas de garantie de pouvoir assurer une issue favorable à leur bande de poulets. Et
sachons dire aussi que si cette influenza aviaire s'installe en France et devient endémique, il y aura indéniablement dans certaines régions des conséquences extrêmement fortes. Donc le ministère met en place un groupe de travail pour parler de l'élevage avicole d'avenir. C'est important. Je suis des Pays de la Loire, du Maine-et-Loire, qui concentrent la majorité des reproducteurs ou des entreprises qui produisent les reproducteurs. Et le fait qu'ils aient été touchés et les dégâts causés chez les grands parentaux conduit aujourd'hui à une vraie difficulté de repeupler dans les élevages qui voudraient recommencer. Donc quand vous avez d'un côté de la chaîne une difficulté à repeupler et de l'autre côté de la chaîne les industriels qui ont perdu les débouchés et qui doivent regagner les rayons du supermarché, ça rend très compliqué la création d'un climat de confiance pour engager des agriculteurs à reprendre un cycle de production. Et pour avoir entendu des témoignages de vétérinaires accompagnant les éleveurs, j'ai pu vérifier qu'ils étaient eux aussi très affectés par le drame que représente la destruction, voire l'enfouissement à côté du bâtiment des bandes de volailles, à la fois sur les aspects moraux, mais aussi sur les aspects sanitaires et les incertitudes que cela peut créer pour l'avenir. Donc c'est là aussi où la solidité de la relation et l'expertise du vétérinaire aux côtés de l'éleveur, dans la discussion avec l'administration départementale et régionale, est également extrêmement précieuse pour chercher les meilleures solutions, parfois improvisées, pour trouver des solutions dans les cas d'urgence. Le sujet de la vaccination, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec Madame Emmanuelle Soubeyran tout à l'heure à la pause, est actuellement en discussion, je le sais, je le suis également au niveau du COPA, mais forcément, nous trouvons que ça avance trop peu rapidement. Je peux vous dire que la demande des éleveurs, ça serait pour la semaine prochaine, le mois prochain. Et quand on me parle de prochain trimestre ou de milieu de l'année 2023, j'ai du mal à entendre qu'il faudra attendre aussi longtemps. Donc je comprends que la chaîne de décision est compliquée, mais en tant que responsable professionnel à la fois France et Europe, je me dois de dire qu'il faut absolument accélérer les processus de décision et que peut-être l'ANSES, je ne sais pas s'ils sont représentés ici, certainement oui, devrait nous accompagner par des décisions un petit peu plus rapides sur les questions qui lui sont posées. Cette question de la vaccination, elle est indispensable pour retrouver la confiance des éleveurs. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante, nous le savons. Mais pour avoir regardé de près le protocole de biosécurité qui nous a été présenté hier, je dois vous dire qu'il va falloir former et accompagner psychologiquement les éleveurs pour qu'ils arrivent à tout faire bien dans le contexte de conduite des bâtiments, parce qu'il y a dans le parc bâtiment en France des bâtiments récents, mais aussi des bâtiments plus anciens, des parcs bâtiments plus anciens, sur lesquels la mise en œuvre de toutes ces mesures sera d'une grande complexité. Et puis, parce que nous avons aujourd'hui dans la population agricole, je ne sais pas si vous avez parlé de l'âge des vétérinaires, de l'âge des peut-être, ou alors j'ai raté l'élément, mais pour l'agriculture, nous avons 50% des agriculteurs qui auront atteint l'âge de la retraite dans les 10 ans. Donc on a un enjeu énorme de renouvellement et donc de morale, d'ambiance, d'ambiance positive sur la question du renouvellement des générations. À la FNSEA, en tant que représentant des employeurs, nous nous sommes engagés à promouvoir les métiers de l'agriculture et à essayer de poser un cadre attractif pour favoriser l'envie d'entreprendre en agriculture. Et nous avons aussi besoin de vétérinaires nombreux pour accompagner l'attractivité et la sécurisation. Les animaux bien soignés et en bonne forme contribuent à des élevages durables et performants. Et ce bien-être et cette sérénité, on voit quand même que les jeunes agriculteurs, en plus d'horaires différemment organisés que notre génération, est une demande forte des jeunes. Alors je sais que l'attractivité des métiers de vétérinaire est un sujet que vous travaillez. Et peut-être pourrions-nous, et j'ai eu l'occasion d'en échanger avec la directrice d'Oniris à la pause, peut-être pourrions-nous échanger aussi en interaction positive pour communiquer en direction des jeunes dans vos établissements et dans les établissements qui forment les agriculteurs. Donc c'est en quelque sorte un véritable appel aux vocations que nous lançons aujourd'hui aux étudiants qui ont rejoint les rangs des écoles vétérinaires et que nous attendons de plus en plus nombreux dans le cadre du plan pluriannuel de renforcement des 4 écoles nationales vétérinaires, porté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et l'action d'élargissement des numerus clausus vétérinaires est une décision importante et déterminante que nous saluons.
Donc poursuivons cette montée en puissance et je salue l'étude présentée. Je n'ai pas pu participer ce matin, mais j'ai eu un retour par Joël et Raphaël à la midi. Je voudrais saluer l'investissement de Joël Limousin à vos côtés, mais aussi le fait que vous ayez mis en place et que vous y instaurez une approche prospective, non pas seulement un constat, mais aussi la recherche de solutions, en intervenant le plus précocement possible pour trouver des solutions. Cet appel à manifestation d'intérêt ne clôt donc pas le débat. Nous devons poursuivre le travail et un groupe de travail dédié sur ce sujet me paraît important. Nous sommes attendus. Donc là aussi, essayons d'accélérer peut-être la réflexion et d'anticiper des prochains déserts vétérinaires, puisque étant originaire du Cantal, vous avez parlé d'Aurillac, il y a des termes qui me parlent. Ma conviction aussi, c'est que ce n'est qu'ensemble que nous réussirons. Donc, continuons à nous parler souvent. Et nous attendons aussi beaucoup du ministre de l'Agriculture. Donc, il n'est pas encore arrivé. Mais nous avons besoin de savoir de sa part quelle sera sa stratégie pour capitaliser sur les apprentissages du travail qui a été présenté. Et nous savons aussi que beaucoup d'éléments dépendent des moyens qu'ils voudront consacrer à cette stratégie. Il faut un accompagnement, c'est indéniable, et en particulier un engagement financier. Et à propos de ce sujet, j'ai été alertée sur un risque de désengagement fort de l'Union européenne sur le sujet sanitaire, qui est de nature à nous préoccuper. Donc, COPA et COGECA, nous avons exprimé notre désaccord sur cette tentation de désengagement sur le volet sanitaire au moment justement où apparaissent de plus en plus de problèmes, qu'il s'agisse de l'influenza ou de la non-maîtrise de la fièvre porcine africaine dans un certain nombre de pays, même des pays très structurés et organisés comme l'Allemagne, qui n'ont pas pu maîtriser la fièvre porcine africaine, qui est tout près de nous, ni l'Italie, tout près de nous également. Nous avons réussi, nous, Français, à construire avec, et je vois ici Jean-Louis Angot, je sais que nous y avons beaucoup travaillé aussi avec vous et d'autres, justement une posture de précaution, mais aussi d'anticipation avec la régionalisation qui pourrait nous sauver si demain l'Est de la France venait à être touché. Donc ce n'est pas le moment de baisser la garde sur la qualité sanitaire et sur les sujets sanitaires. Et en tout cas, vous pouvez compter sur les éleveurs pour être à vos côtés, pour le répéter et le dire au quotidien, à la fois aux autorités françaises et européennes. Merci de votre attention et bravo pour le travail.